en tant que garant de la nation en République démocratique du Congo devant les congrès. Ce soir, nous recevons pour vous Norbert Yamba Yamba, qui est analyste politique. Bienvenue et meilleurs vœux, monsieur Norbert Yamba Yamba. Merci pour l'invitation. Analyste politique, voilà. Mais sur quoi? Cadre de l'UDPS. Voilà, cadre de l'UDPS. Merci beaucoup. Un discours de 2h35 minutes 40 secondes. C'est un peu lassant. Oui, mais lorsque le contenu est intéressant, je pense que, bon, tout le monde a été embarqué, tout le monde trouvait du sien, etc. Et donc, c'est comme si c'était 30 à 40 minutes, parce que j'ai observé le comportement des uns des autres. Et bon, c'est un discours qui a pratiquement concerné les différentes catégories de la République, les différents espaces géographiques de la République. Et donc, c'était intéressant d'entendre un tel discours d'un président qui prend des engagements et qui est déterminé naturellement à changer son pays, quoi. Donc, en fait, plusieurs axes ont été abordés. Entre autres, il y a l'axe démocratie et aussi la politique internationale. Mais commençons d'abord par la politique interne. Le président de la République a demandé à ce qu'il y ait une réflexion approfondie sur le système électoral en RDC. C'est-à-dire, là, il voit le rétablissement du deuxième tour. Mais lorsqu'on avait supprimé le deuxième tour, la raison évoquée, c'était la crise économique. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut rétablir le deuxième tour, vous ne voyez pas que ça sera encore budgétivore? Je me suis beaucoup, Jean-David. Je reste d'abord commencer par donner quel a été mon sentiment au travers de ce discours. Le premier sentiment, c'est que j'ai ressenti, pour une fois, un président de la République faire un exercice politico-technique. Vous savez que chez nous, il y a trop de politique, il n'y a pas beaucoup de technique. Et le président prend la responsabilité de faire cet exercice techniquement pour rendre compte à son peuple, mais en utilisant les statistiques, en utilisant les prévisions, en utilisant les indicateurs, etc. Moi, je dis, ok, ça y est, on est déjà parti. Parce que là, on quitte le débat des quartiers, on est dans le débat de prospérité. Deuxième sentiment, j'ai eu à comprendre que lorsqu'on a la volonté volontariste, lorsqu'on veut véritablement changer la situation, même en peu de temps, on peut y arriver. Et l'exemple de la prestation du président de la République a démontré qu'en peu de temps, dans les 10 mois, on a réalisé beaucoup de choses. Troisième sentiment, c'est le sentiment de satisfaction qui porte sur le score obtenu par rapport aux prévisions. Vous savez, le président de la République a prévu 425 projets pendant les 100 jours. Et sur les 425 projets, 70 projets ont été rendus opérationnels. Quelle performance! 70%, c'est une grande distinction. Ce sont des étudiants exceptionnels qui passent avec distinction. Donc, ces trois sentiments m'ont beaucoup donné de l'espoir, de l'espérance pour dire que ce pays ne va pas fonctionner tel qu'il était. Ce pays va susciter davantage l'espérance de notre peuple. Alors, pour répondre à votre question, à ce qui concerne les propositions du président de la République, vous sentez même quand il fait la proposition, on ressent de l'humilité, on ressent la reconnaissance et la considération du Parlement qui véritablement devra jouer sa partition. Le président est parti du fait que dans une situation difficile, dans un pays en situation de détresse, dans un pays qui traverse une zone de turbulence, où la pauvreté a élu domicile, où la pauvreté est abjecte, et donc il est important d'avoir l'adhésion populaire. Cette adhésion populaire va pouvoir soutenir même des mesures exceptionnelles. Et vous savez, à janvier 2011, il a été modifié dans notre Constitution l'article qui prévoyait 2 tours à un tour. Un seul tour. Et vous savez que, bon, lorsqu'on est en un tour, on peut avoir même un score d'un ou deux personnes devant celui qui suit, etc. Et donc, vous faites une fissuration. Dernièrement, vous savez, le président a eu 7 millions de votants. Le deuxième, c'était Martin Fayulu avec 6 millions. Et puis, le troisième, Chadari avec 4 millions, si je m'abuse.
Et vous voyez, donc, vous pouvez avoir 6 millions, mais vous avez devant vous, par exemple, des gens qui ont obtenu 6 millions. Ils sont 6 millions de personnes qui contestent. Si dans l'hypothèse, il n'y avait pas de coalition, donc on aurait pratiquement 4 millions plus 6 millions, ça ferait 10 millions contre 6 millions. C'est pas bon. Alors maintenant, si on a, par exemple, 2 tours, on a la possibilité de faire le premier exercice, le premier tour. Ici, là, c'est projet contre projet, offre politique contre offre politique. Alors, finalement, restera des candidats. Et alors maintenant, pour les autres citoyens congolais, finiront par faire le choix d'un projet au deuxième tour parce qu'ils n'avaient pas de choix. Oui, mais non, le problème, la raison évoquée en 2011, c'était vraiment budgétivore. C'était un problème économique et qu'il ne fallait pas organiser le 2 tours. Il y a une dynamique. Voilà, mais il faut qu'il y ait un seul tour. Mais actuellement, le chef de l'État tient à ce qu'on rétablisse le 2 tours. Mais avec quel argent? Quels moyens? Oh là là, mais ne faisons pas du Congo et des Congolais des pauvres. S'il y a un moment donné... Mais nous avons 10 milliards de dollars. Bien entendu, nous avons 10 milliards. Ça n'a pas été facile, hein? Nous avons 10 milliards, certes, mais nous avons de l'argent dans ce pays. Ça sont des prévisions. Vous savez que le président de la République, avant d'être élu, il avait proposé 86 milliards pour les 10 ans. Oui. C'est une moyenne de 8 milliards et demi pour chaque année. Aujourd'hui, on est allé jusqu'à 10 milliards. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas longtemps, le conseiller spécial de l'ancien président avait dit qu'il y avait 15 milliards qui étaient volatilisés. Deuxième chose, nous-mêmes, nous avons participé à un panel de chercheurs qui ont démontré que si on arrête la corruption en proportion de 30%, on peut aller jusqu'à 55 milliards l'année prochaine. Et il n'y a pas que ça. Le président de la République, qui sait que 75% des recettes de l'État sont volatilisées, c'est que très clairement, il faut mettre en place des garde-fous, un système de surveillance mutuelle qui permet de drainer l'argent dans les trésors publics. Et pour cela, le président de la République voudrait requinquer toutes les structures de dissuasion. Et c'est là qu'il parle, n'est-ce pas, de restaurer l'autorité des cours et tribunaux qui véritablement doivent suivre et poursuivre les infractions. Je me suis beaucoup. Oui. Et lui parle de la Cour des comptes, il parle de l'Inspection générale des finances, il parle de l'Agence nationale de renseignement qui finalement devra être humanisée jusqu'à devenir une agence d'intelligence, etc. N'oubliez pas, il y a l'Assemblée nationale, le Parlement, il y a la société civile, le contrôle citoyen, il y a la presse, il y a la justice. Tous ces éléments faisant combine vont drainer du moyen. Voilà, M. Norbert Yamba, le président lui-même l'a dit, qui sera beaucoup plus intraitable quant à ce qui concerne certains réseaux mafieux. Mais jusque-là, n'oubliez pas, il y a encore cette affaire des 15 millions, on n'a pas encore une issue favorable. Il y a certains, entre guillemets, certaines personnes qui seraient condamnées mais qui ont été libérées, hein, et tout ça. Mais l'on se demande, il sera intraitable sur quel dossier mafieux? Parce que jusque-là, il y a des dossiers et qui s'avèrent justes, mais les criminels courent toujours. Et aujourd'hui, on demande le rétablissement du 2e tour, mais avec quel argent? Je reviens encore sur cette question. Il y aura toujours... Est-ce que d'abord, la situation s'est améliorée? Lorsqu'en 2011, on a relevé les problèmes économiques pour passer de 2 à 1 seul tour. Aujourd'hui, on veut revenir de 1 à 2 tours. Est-ce que la situation économique s'est améliorée? Le président de la République part d'un certain nombre de postulats pour avoir de l'argent. Il dit aujourd'hui, plus que jamais, avec les possibilités, les potentialités qui sont les nôtres, on peut mettre en place des mécanismes pour générer davantage les ressources. Et premier mécanisme, il dit, plus rien ne sera comme avant. Tous ceux qui sont investisseurs, qui viennent chez nous, il y aura un canevas où chacun aura la responsabilité non seulement d'extraire le minerai, mais également de les transformer, de les commercialiser. Il y aura des recettes qui vont entrer, des recettes additionnelles bien entendu. Les Congolais devront aussi trouver du travail et le travailleur, le Congolais aura son salaire, il va payer les impôts, il va payer, n'est-ce pas, les différentes taxes, etc. Ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, lorsque le pays aujourd'hui qui est en train véritablement de reconquérir sa crédibilité sur le plan international, va permettre naturellement de susciter l'intérêt
des investisseurs. Et on devra travailler dans les cadres de ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Il y a des domaines pour lesquels on peut travailler avec des privés et on peut générer des ressources par rapport à ça. Troisième niveau, c'est les contributions des différents partenaires extérieurs. Aujourd'hui, il y a un engouement, il y a un enthousiasme dans les chefs de partenaires qui souhaiteraient naturellement de travailler avec le Congo et les Congolais. Beaucoup de gens disent, mais écoute, le partenaire ne donne pas l'argent. Écoutez, attention, de grands pays, des puissances comme les États-Unis, avec plus de 20 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, 20 000 milliards à une dette extérieure de l'équivalence de son produit intérieur brut. On est dans les 18 000 milliards de dollars. C'est que très clairement, le Congo peut aussi s'endetter, surtout lorsqu'il y a des responsables, des dirigeants responsables, des dirigeants qui ont une vision, des dirigeants qui mettent en place des projets bancables et qui travaillent véritablement pour les intérêts de leur peuple. Et à ce niveau-là, les partenaires au développement, que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le Fonds européen de développement, l'IDA, tous ces partenaires devront se mobiliser pour donner moyens. Raison pour laquelle, vous savez, la Banque mondiale a même promis pour soutenir la question de la gratuité de l'enseignement, soutenir les questions de santé, c'est un problème, gratuité de l'enseignement. Il y a certaines écoles qui n'appliquent pas ça. Donc, il y a certaines écoles qui n'appliquent pas ça. Vous savez que nous sommes dans un processus, il y a toujours des douleurs d'enfantement. Il y a une discipline, une science aujourd'hui qui est opérationnelle. Cette science s'appelle la manchémologie. La manchémologie. La manchémologie. C'est-à-dire? La manchémologie, c'est une science qui étudie l'influence des stress, l'influence des traces, l'influence des séquelles qu'un système peut générer sur les gens. Il y a des comportements que nous observons qui visiblement sont des comportements ici, n'est-ce pas, de l'encadrement d'un système. Ce système, quand vous avez des voleurs, vous avez véritablement les gens veulent se comporter comme voleurs. Quand vous avez un système qui agresse, quand vous avez un système qui est sale, etc. Les gens sont formés effectivement par système. Alors maintenant, lorsqu'on propose un autre système, quitter un système qui avait véritablement posé des dégâts dans les comportements des uns et des autres et aller vers un autre système, ça pose ce que nous appelons des douleurs d'enfantement, des résistances, et des gesticulations, des agitations, etc. C'est ce que nous sommes en train d'observer. Vous avez suivi le président de la République par rapport à cette question de gratuité de l'enseignement. Les enseignements ne se posent plus de problèmes, ne serait-ce que pour l'enseignement de base. Cependant, il s'agit d'un problème au niveau des enseignants, parce qu'il y a des enseignants qui sont de nouvelles unités. Ces nouvelles unités ne sont pas payées. Aujourd'hui, très clairement, depuis que la décision a été prise, depuis le mois de septembre, 34 000 enseignants, nouvelles unités, ont été prises en charge. Est-ce que c'est excusez, et 97 000 enseignants identifiés comme tels seront payés dans le premier trimestre de l'année 2020. Alors maintenant, si on arrive véritablement à faire cela, encore qu'on a prévu la construction des écoles, on a prévu l'équipement des écoles, mais il faut commencer quelque part. Si on ne commence pas, on ne commencera jamais. On a insisté, cette loi-là, cette mesure de gratuité, l'article 43, c'est depuis 2006, la Constitution 18 février 2006. Et pourquoi ne pas aller palier par palier que de commencer comme ça et connaître tous ces couacs que nous Vous voyez, avec le président Joseph Kabila, c'était quelque chose qui était par province d'abord. Ça commençait Kinshasa, Lubumbashi et ainsi de suite. Et vous commencez d'emblée, c'est tous les cycles de l'école primaire, de première année primaire jusqu'en sixième. Et vous allez certainement connaître les difficultés que vous... Non, je salue tous ceux qui ont pris cette décision de gratuité, encore que ça date depuis 1961, et que bon, la Constitution de 2006 a reconnu et a repris en charge cette disposition, etc. Certes, avec le régime Kabila,
on n'a pas avancé, même si il y a eu adoption naturellement de cette disposition. Mais écoutez, si on ne commence pas, on ne commencera jamais. Vous parlez de Kinshasa. Moi, j'ai des enfants au primaire, j'ai des enfants au secondaire. Au primaire, en tout cas, ça n'a jamais existé, etc. Vous parlez de Lumbashi, je ne sais pas où encore. Non, non, cette mesure est restée pendante. Il fallait la rendre opérationnelle. Et vous avez raison de dire, allez pallier, pas pallier. Ça, c'est évident. Mais la pallier, pas parler, ça veut dire on commence par l'école primaire. On y est. Moi, quand j'étais à l'université, Jean-David, j'ai touché la bourse. Et cette bourse, je pouvais bien louer une maison. Même un petit appartement. Nous avions la restauration, nous avions les transports. Lorsque vous quittez jusqu'à Goma, vous payez une réduction de 40%. Le budget de la République n'était que moins d'1 milliard de dollars. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans des milliers de dollars, mais rien n'est fait. Donc, aujourd'hui... Et aussi, pendant ce temps-là, il n'y avait pas une surpopulation comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les peuples, donc la population s'est accrue et c'est vraiment difficile d'appliquer cette politique-là. Vous avez affaire à un consultant international qui connaît un peu comment le paysage politique et la géopolitique internationale fonctionnent. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a jusqu'en 2015, nous avons connu de grandes performances. Vous savez pourquoi? En Afrique, nous avons eu un taux de croissance de 5,5%. Plus que les États-Unis, plus que l'Europe, même plus que la Chine. Bon, elle était allée jusqu'à 9-10% des chiffres. Mais vous savez pourquoi? Parce que les 20 dernières années, on a assisté justement à une augmentation des opérateurs économiques qui se sont ajoutés dans la scène économique, notamment les opérateurs de communication. Vous avez plusieurs sociétés de télécommunications, etc., qui sont ici, et qui en réalité ont payé de l'argent, ont continué à faire de l'argent dans notre pays, et qui ont fait des contributions. À l'époque, il n'y avait pas ces opérateurs-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, on est arrivé, naturellement, à découvrir des minéraux de prédilection. Le cobalt, à l'époque du maréchal Mobutu, ce n'est pas la même priorité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que les batteries électriques, etc., se servent, y compris même des téléphones, se servent également du cobalt, se servent de coltan, etc., se servent de lithium. Le coût sur le plan international, c'est loin supérieur à ce qu'on a assisté à l'époque du maréchal. C'est que très clairement, en termes, du butin, en termes de l'augmentation du volume de ressources de la République, écoutez, on ne peut pas, c'est sans match, sans aucune mesure, sans comparaison. Vous voyez? Et donc, si on a une population qui augmente, on a aussi les ressources qui augmentent. Maintenant, la gestion des ressources rares relève véritablement des dirigeants de la République. Mais on a trouvé comme si on était sur un terrain fertile, ou même les graines bourries ont beaucoup germé. Il faut aller à l'intérieur, il faut aller dans les institutions, dans les entreprises de l'État, il faut aller dans les institutions publiques. C'est comme si des poissons dans l'eau, l'impunité avait élu domicile, la corruption a été presque institutionnalisée, au point où il y a des personnes qui vous construisent des gratte-ciel et le gouvernement, l'État n'a pas, je pense que les privés disposent. Et ça, on a assisté à cette situation. En peu de temps, le président de la République mobilise 492 millions de dollars pour un programme intérimaire de 100 jours. Et vous savez que la quantité des interventions qui ont été réalisées avec ces montants-là, 492. Si dans l'hypothèse, on mobilise 4 milliards, même les 4 milliards qui étaient mobilisés. Non, mon frère, voilà, moi je pense que c'est une question de volonté. Nous avons touché l'aspect économique du discours. Il y a aussi à souligner les acquis, donc comment le président va pérenniser les acquis du code minier. Oui, ben écoute, le code minier, vous savez cette question, moi je suis comme consultant dans les questions de gestion des ressources naturelles, que ce soit la forêt, que ce soit les mines. Et les deux codes en fait, de 2002, 2002, etc., ont prévu un certain nombre d'avantages. C'est vrai que c'est maigrichon. Et je salue naturellement les efforts qui ont été faits par l'ancien gouvernement pour qu'on puisse révisiter naturellement ces codes miniers. Mais je voudrais noter que si on revisite
nous avons un taux un peu plus élevé en termes des recettes qui seront générées par les mines. Cependant, lorsque je compare la situation antérieure, il y avait aussi des avantages qui étaient prévus dans le code de 2002, maigrichon soit-il. Mais lorsque vous regardez la contribution, n'est-ce pas, de ces recettes dans le produit intérieur brut, dans le budget de la République, c'est insignifiant. C'est insignifiant. C'est que le problème ne se pose pas simplement au niveau de l'augmentation du taux de paiement, n'est-ce pas, de différentes recettes de mines, mais ça pose également au niveau de la gestion. Lorsque vous regardez par exemple beaucoup d'espaces, que ce soit au niveau des forêts, que ce soit au niveau des mines, il y a des compatriotes congolais qui en réalité travaillent comme des partenaires de beaucoup d'investisseurs dans ces domaines précis, et qui partagent naturellement les bénéfices avec eux, etc. Et qui, sous base d'un certain parrainage, ne permettent pas que beaucoup de recettes entrent dans les caisses de l'État. Et donc, on a vécu comme si, véritablement, nos mines n'ont rien servi, nos forêts n'ont rien servi. Pouvez-vous imaginer, si je considère la forêt, nous avons pratiquement des grandes potentialités de 500 millions de mètres cubes de bois. On ne va pas au-delà de 500 000, c'est vrai, mais quand même, il y a beaucoup de sociétés qui sont opérationnelles dans ce domaine. Mais lorsque vous voyez la contribution dans le produit intérieur brut, voilà, vous ne dépassez pas 1%. 1%, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour finir avec les discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, certains détracteurs disent que c'est un discours propagandiste. Quel est votre avis? Vous savez, le débat de l'élite politique congolaise est focalisé sur un débat de quartier, un débat de riz. Ça frise une sorte d'écosystème politique de pourriture intrinsèque. On dit débat, c'est un discours propagandiste, mais il faut arrêter. Ça frise un peu de conneries, quoi. Pourquoi? Simplement parce que quand quelqu'un prend la responsabilité, en ayant 10 mois, et c'est pour la première fois qu'il présente sa redevabilité face au peuple qui est représenté au niveau du Parlement, au Congrès. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? L'exercice, et je vous ai dit, c'est de faire en sorte qu'il dise qu'est-ce qu'il a prévu, qu'est-ce qu'il a réalisé, qu'est-ce qu'il reste à faire. C'est un exercice technique, et c'est comme ça que je dis que leur classe politique n'est pas habituée à des débats techniques, parce que chez nous, il y a plus de politique et de technique. Alors cet exercice-là, c'est un exercice normal d'un responsable, d'un dirigeant, qui se veut plus responsable. Il dit, voilà, pour le 100 jours, ce que j'ai prévu. Voilà ce que j'ai réalisé. Voilà ce qui reste à faire. Voilà pourquoi ce qui est à faire n'a pas été fait. Mais c'est ça, rendre compte. Rendre compte n'est pas un chapelet d'intention. Rendre compte, ce n'est pas ce que vous allez simplement dire. Mais il faut savoir faire le diagnostic, savoir présenter les prévisions, savoir présenter les réalisations et savoir projeter. Et c'est ce qu'il a fait. Alors maintenant, quand un homme politique, fut-il ne sais pas quoi, beaucoup sont universitaires, arrive à tirer des conclusions non concluantes, moi j'ai horreur, j'ai pitié. Merci. Et maintenant, plus que jamais, il va falloir qu'on y aille vers les débats de prospérité. Projet contre projet. Offre politique contre offre politique. Et vous allez voir, beaucoup vont tomber parce qu'on n'est pas déjà acclimaté par rapport à ces gens de débats. Merci beaucoup, Norbert Yamba 2020, c'est l'année de l'action. Nous allons voir les actions, telles que le chef de l'État l'a dit. Et je vous informe que l'action du chef de l'État, ce n'est pas le chef de l'État seul, ce sont des Congolais. Vous aussi, quand vous êtes là, si vous travaillez bien, vous donnez l'information à temps et que cela puisse véritablement accroître la lucidité de notre peuple, vous posez votre action. Celui qui est au village, qui prend son temps, prendre l'alcool et ne va pas au village pour cultiver, lui n'est pas dans l'action. Et donc l'année 2020,